Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau supplément de la série Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné, pour ce nouveau BADA qui me donne la chance de recevoir Hélène Méric. Hélène Méric, bonjour. Bonjour. Hélène Méric, vous appartenez à une compagnie théâtrale qui s'appelle La Vie Brève. C'est une compagnie tricéphale. Tout à fait. On vous avait jamais dit que vous étiez tricéphale. Non, c'est très bien. On nous a dit triumvirat, etc. Ah bah oui. Non, vous êtes trois femmes. Oui, c'est ça. On est trois, exactement. Nous sommes trois, effectivement, à la direction de la compagnie et du projet du Théâtre de l'Aquarium à la Cartoucherie. Donc Jeanne Candel, Marion Bois et moi. Et cette compagnie, quand elle s'est installée au Théâtre de l'Aquarium à Vincennes, a découvert un certain nombre de choses qui ont stimulé chez vous trois, le souci écologique, le souci de l'économie, je dirais aussi, de l'économie entendue dans son sens le plus large. Et c'est de cette partie-là que dans la tricéphalie dont je viens de parler, vous êtes plus particulièrement chargé. Tout à fait. On a rencontré une situation quand on est arrivé au Théâtre au Théâtre de l'Aquarium. Qui est à côté du Théâtre du Soleil. Qui est à côté du Théâtre du Soleil dont j'ai parlé tout à l'heure. On a rencontré une situation, effectivement, qui était propice au développement de ce projet. D'accord. Alors, dans ce théâtre de l'Atelier, vous êtes à la fois la codirectrice du théâtre et la codirectrice de la compagnie théâtrale La Vie Brève. La Vie Brève... La Vie Brève, ça, c'est une compagnie qui a été fondée par Jeanne Candel. Vous avez reçu. C'était en 2009. Moi, j'ai rejoint la compagnie en 2016. Et on est un trio de direction. Donc, il y a Jeanne, qui est metteur en scène, comédienne. Il y a Marion Bois, qui est directrice de prod. Et puis moi, qui a un parcours production aussi, mais qui, en l'occurrence, m'occupe de l'administration générale, on va dire. Finance, partenariat, tutelle, développement de projet. Voilà. Donc, on est toutes les trois. En fait, c'est la compagnie qui a candidaté à la direction du lieu fin 2018. Et en 2019, la compagnie a donc, en réponse à un appel à projet, pris la direction du projet du Théâtre de l'Aquarium. Et là, on accueille en fait des compagnies en résidence. On travaille nous-mêmes toujours, comme on le faisait en compagnie, sur la production et la diffusion de nos propres spectacles. Et on a 2 festivals par an. Donc le festival Bruit, théâtre et musique, parce que l'invitation qu'on fait aux compagnies, c'est surtout sur les écritures qui mêlent le théâtre et la musique. C'est ça qui nous intéresse et qu'on a envie de soutenir. Donc voilà, donc on a un projet en plusieurs étapes, comme ça, l'accompagnement à la résidence de création, la production, la diffusion de nos spectacles, donc les spectacles de Jeanne, parfois d'autres metteurs en scène aussi qu'on invite et on produit, et le festival. Voilà. Hélène Méric, donc, La Vie Brève, dont vous êtes la codirectrice, La Vie Brève a un souci qui est peut-être inattendu, qui est le souci de la responsabilité écologique dans la fabrication d'un spectacle et plus particulièrement dans la fabrication de ses décors. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la genèse de ce souci et comment il se traduit? Parce que d'un côté, il y a donc la compagnie La Vie Brève, et de l'autre côté, il y a le think tank qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone, qui est donc le Shift Project, qui a émis un certain nombre de recommandations, et La Vie Brève et le Shift Project se sont rejoints. Oui, alors le travail qu'a mené le Shift Project, ils ont construit ce plan de transformation de l'économie française. Et ils ont travaillé sur plusieurs secteurs. Donc, ils ont des émissaires comme ça qui ont bossé sur l'industrie. Voilà. Et donc, sur la culture, il y a un volet culture aussi qui couvre plusieurs disciplines. Ils ont analysé un petit peu les pratiques, les usages, l'état de réflexion aussi de ces différents secteurs. Et puis, ils ont émis un certain nombre de préconisations. Ils ont donné aussi quelques chiffres de référence.
Voilà, en l'occurrence, pour tout ce qui est spectacle vivant, c'est Samuel Valenzi qui a piloté ça. Donc effectivement, c'est très inspirant, très intéressant. C'est un peu le pavé dans la mare. C'est-à-dire, c'est vraiment on va dire, un travail de référence qui permet de se positionner, en tout cas, en tant que porteur de projet, directeur de structure, etc. Donc nous, l'impulsion, c'est pas le Shift Project qui a été, on va dire, le déclencheur. C'est pas la lecture de ce rapport. On les a évidemment rencontrés, Samuel, avec qui on échange régulièrement. On se retrouve sur des rendez-vous, des rencontres, etc. Mais nous, c'est la situation qu'on a rencontrée au Théâtre de l'Aquarium qui a été levier, quoi, qui a été moteur. Donc vous arrivez au Théâtre de l'Aquarium en 2018, 19, 18 2019, et vous tombez sur... Et on tombe sur des centaines de mètres cubes on va dire, d'accumulation artistique depuis 1970. Les fondateurs, donc, qui étaient, donc, je l'ai dit tout à l'heure, émanation du théâtre universitaire. Et là, c'était les fondateurs du Théâtre de l'Aquarium. Donc Didier Bezas, Jacques Nichet, Jean-Louis Benoît. Ils venaient de l'ENS. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle l'Aquarium aussi, parce que c'est le nom, je crois, du hall, enfin voilà. Et il y a depuis 1970 donc des décennies de création théâtrale dans cette maison. Et nous, on est arrivés là-dessus. Donc, on a hérité pour un euro symbolique d'un volume conséquent de matériaux, de pièces de décor, de costumes, etc. Mais toute cette accumulation artistique, elle n'était pas forcément traitée pour être remise à disposition. Elle était littéralement archivée, pour ainsi dire. Donc nous, quand on est arrivé, on s'est dit, bon, là, il y a une situation très concrète. On a des espaces assez conséquents, quoi. Hein, on a 350 mètres carrés d'espace de stockage. On a 450 mètres carrés d'atelier. On a 2 belles salles. Voilà. Mais c'est plein. C'est plein de cartons, d'objets, etc., de pièces de décor. Donc, on s'est dit, voilà, est-ce qu'on fait le vide ? Et on réinvestit avec ce que la vie brève va créer, ou est-ce qu'au contraire on met les mains dedans et on considère que ça peut devenir des ressources pour les compagnies qu'on accueille. Et ça, c'est vraiment Jeanne qui a impulsé ça, parce que je pense qu'aussi, elle, dans son travail artistique, elle a une sensibilité, on va dire, à ce parcours comme ça, de récupération, de revalorisation. Elle-même, voilà, elle dit toujours, elle bricole sur le plateau, mais je pense que c'est pas seulement un motif d'écriture, c'est un motif d'écriture aussi dans l'espace. Voilà. Donc c'est notre sensibilité, je dirais, ajoutée à la situation qu'on a rencontrée, qui nous a fait mettre les mains littéralement dedans et de dire, voilà, on va travailler à revaloriser ce qu'on a trouvé. Et c'est en construisant le projet sur cette base que, effectivement, on a rencontré un certain nombre de termes, ceux du Shift Project, qui, effectivement, dans les encouragements qu'ils font concernant le spectacle vivant, la production de décors, il y a la pertinence de structurer, pour les producteurs de décors, théâtre producteurs de décors, de structurer des ressourceries internes. C'est-à-dire de ne pas avoir que des stocks de matériaux neufs qu'on achète, de ne pas avoir que des stocks inertes de décors déjà faits, dont on se dit que peut-être un jour on les reprendra sans analyser vraiment le cycle de vie de ces décors et la réalité, la pertinence en fait de les conserver de manière un petit peu intensive dans le temps. Et donc de structurer des ressourceries internes, c'est-à-dire de faire une démarche en tant que producteur de décors, de revalorisation de nos propres productions artistiques pour un réusage, en fait, pour une seconde vie, ou en tout cas, si c'est pas forcément une seconde vie qui est offerte à tout ce qu'on produit, avoir une perspective très claire de la fin de vie de ces décors et de la destination, on va dire, de ce qui le compose. Donc en fait, on a posé cette réflexion, nous, et on a commencé par structurer une ressourcerie interne à partir de tout ce qu'on a trouvé, de tout ce qu'on nous a légué pour cet euro symbolique au Théâtre de l'Aquarium. Donc ça, c'est le début de la démarche. Et puis on a rencontré les termes de l'économie circulaire, tout ce qui vient qualifier, on va dire, la démarche de manière plus experte, qui était de l'ordre de l'intuition au départ et qui se construit aujourd'hui avec des fondements, on va dire, théoriques, techniques, quoi.
50 ans de décor et de costumes. Ouais. L'inventaire, combien de temps? Ça, c'est la partie la plus fastidieuse. Parce qu'en réalité, on a travaillé, je dirais, entre octobre 2020 et octobre 2021. Et c'est une personne absolument remarquable qui a fait ça, parce qu'en fait, on a une chef de projet dédiée. Qui était à mi-temps sur la première année, qui était vraiment une année d'amorçage, comme on dit, dans la vie des projets. Et elle a vraiment travaillé justement sur le tri, l'aménagement des espaces, pour qu'on ait déjà de la visibilité sur ce stock. C'était une espèce de pré-inventaire. Mais l'inventaire stricto sensu, celui qui vise vraiment à caractériser ce qu'on a, à le répertorier, voilà, il faut faire des choix aussi quand on fait ça. Parce que pour être mis à disposition, il faut qu'on rende lisible ce stock. Donc aujourd'hui, on est sur des inventaires Excel, hein. Mais on va dire qu'aujourd'hui, là, on aura abouti vraiment l'inventaire pièce à pièce, costumes, pièces de décor, etc., d'après le rangement qu'on a pu produire pour le rendre réutilisable. Ce sera abouti là, à la fin de l'année, véritablement, cet inventaire. Et là, on cherche à se doter d'un outil logiciel qui facilite la visibilité des compagnies qui viennent travailler chez nous et aussi à l'extérieur, parce qu'on est très sollicité pour faire de la collecte ou pour redistribuer à l'extérieur. Donc, il faut qu'on mette en place un outil logiciel numérique qui permette de communiquer aisément là-dessus, quoi. Et ça, on le fait. On est aujourd'hui membre d'un réseau des ressourceries culturelles qui s'appelle le RESAC. Donc, il y a 7 ressourceries culturelles en France. Il y en a plusieurs à Paris. Qui ont comme vous des décors et des costumes. Ouais. Alors eux, c'est vraiment leur métier. C'est pas des théâtres, quoi. D'accord. Eux, c'est vraiment des ressourceries. Donc c'est vraiment des grands Emmaüs, c'est Emmaüs, c'est spécialisés ça, secteur culturel. Donc il y a la réserve des Arts à Pantin qui collecte auprès de l'événementiel, du théâtre, la mode, le muséal. Et il y a la ressourcerie du cinéma, qui est vraiment perfusée à l'industrie du cinéma, qui est à Montreuil. Donc eux, c'est vraiment leur métier à 100%. Ils font que ça, ils ont des milliers de mètres carrés, où ils font que collecte, remise à disposition, etc. Et en fait, on leur a demandé de nous aider à structurer notre ressourcerie interne, qui est beaucoup plus modeste. On est sur 315 mètres carrés, qui peuvent être à peu près doublés si on a un projet de rayonnage pour utiliser la hauteur. Donc, admettons 600 mètres carrés à terme d'espace qui peut être utilisé vraiment pour la ressourcerie, chez nous. Et c'est parce qu'elle est vraiment adossée à notre activité théâtrale, pour ce qui est de la production de décors et de la redistribution, on va dire, de ce qu'on revalorise. D'accord. Donc, si tout va bien, dans moins d'1 an, je pourrais vous appeler en vous disant, voilà, je voudrais monter le Misanthrope, en costume d'époque, ou en costume fin 19e siècle. Je mesure 1m90, etc. Et vous me direz, donc, enfin, je fais une taille de XXL, et vous me direz, d'un petit coup de doigt sur votre ordinateur, vous me direz, oh, mais passez donc, j'ai ce qu'il vous faut. Ou bien vous me direz, non, là, vraiment, allez donc chercher ailleurs. C'est l'idée. Et dans l'autre sens, c'est le sens de collecter, parce qu'en fait, un fonds, il faut que ça soit vivant. Là, pour l'instant, on est sur un stock interne. Ouais. On s'est donné 3 ans pour développer complètement la démarche. On dit qu'on expérimente. C'est-à-dire que vraiment, pas à pas, on fait monter le projet, on le pratique, je dirais, en toute humilité et sans complexe. On pratique, on fait monter l'outil en même temps, en fait. Donc oui, c'est ça l'objectif avec un outil logiciel. Et je dirais même l'objectif, c'est de travailler vraiment en réseau avec les théâtres franciliens, producteurs de décors, de costumes, etc., pour encourager la démarche de création de ressourcerie interne et que nous, on puisse leur dire, voilà, les outils, les étapes de structuration, qu'on aura travaillé avec l'aide du RESAC, ce réseau des ressourceries culturelles, c'est ça. Voilà les questions qu'il faut se poser, voilà un peu les mètres carrés qu'il faut avoir, voilà comment ça se passe pour la revalorisation de vos décors, et voilà l'outil logiciel qu'on pourrait utiliser et qui nous permettrait, les uns et les autres, d'avoir une visibilité un petit peu sur nos ressourceries internes. Donc nous, on travaille aussi à la sensibilisation du secteur sur cette démarche. Et comment ?
Et ben là, pour l'instant, très simplement. C'est-à-dire que là, chaque mois, on a une réunion de notre comité de pilotage. On suit le projet parce qu'on est subventionné. C'est un projet d'expérimentation qui, à l'heure actuelle, est vraiment appuyé par des fonds publics qui Des fonds publics investissent spécifiquement dédiés à ce projet. à cette ressource. Et des fonds publics vraiment qui sont là pour investir sur des projets justement qui initient de nouvelles démarches et qui sont susceptibles d'être prescripteurs auprès du secteur. Donc nous, on est là pour ça. Donc nous, on a un comité de pilotage, on a un comité de suivi tous les mois de ce projet. On a des invités. Donc hier, par exemple, moi j'étais sur le sujet justement ressourcerie, parce que on travaille aussi au niveau de l'atelier sur la conception responsable. C'est le pendant, on va dire, du travail qu'on fait sur la ressourcerie dans le lieu. Et hier, on était avec le chef d'atelier de la Comédie Française et le chef d'atelier de l'Opéra de Paris. Donc là, on est vraiment sur des gens qui ne sont pas du tout dans nos dimensions, mais qui se posent énormément de questions sur la démarche interne et qui sont, je dirais, intéressés, même si on ne le fait pas du tout à la même échelle, pour voir effectivement quelles sont les étapes de structuration, comment ils pourraient, eux, en interne, aussi améliorer leur démarche dans ce sens-là. On travaille avec la MC 93, le chef d'atelier aussi, Maurizio La MC 93, il faut... Ils sont pour géniaux. nos auditeurs, c'est la... Ah, pardon. Croire que MC, c'est Maison de la Culture, mais il ne faut pas croire que c'est une Maison de la Culture. C'est un théâtre, c'est une grande scène qui est comparable à celle de la MC 93 à Bobigny et qui est comparable, je crois, au point de vue des dimensions, un peu plus grande, même sans doute, au théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis. Oui, tout à fait. Donc, le chef d'atelier de la MC 93, on conçoit avec lui le prochain décor de Jeanne. Donc, ça va être appuyé sur leur atelier et le nôtre, parce qu'on a un atelier. On le conçoit en conception responsable, donc. C'est-à-dire qu'on se pose toutes les questions qui sont les bonnes questions à se poser pour, je dirais, anticiper l'amélioration de l'impact du décor qu'on produit. C'est-à-dire le matériau que vous choisissez, c'est-à-dire parce que plus un décor est caractérisé, plus il est difficile à prêter ensuite ou à faire passer à quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que ça conduit à des décors qui sont de plus en plus stylisés ? Est-ce qu'on va faire le Bauhaus, par exemple, d'une manière générale ou Alors, c'est vrai que sur les cycles de vie d'un matériau, selon sa nature de base, être capable de se projeter sur un nombre de cycles de vie de ce même matériau, c'est dans le même emploi que l'emploi initial. Bon, là, comme ça, je ne suis pas capable de vous répondre, mais il est évident que tout arrive à un moment de toute manière, à un relatif épuisement. Le tout, c'est de toute façon de travailler à différer, on va dire, ce moment où on jette, sachant qu'aujourd'hui, on est un tout petit peu loin dans les pratiques du secteur, ne serait-ce que de poser cette réflexion-là, qui est très simple, très évidente, puisqu'on a un rapport qui est un rapport très actuel, qui n'a rien de spécifique au secteur, mais à la consommation de ressources et au traitement, on va dire, de nos événements et de nos déchets, qui consiste à déléguer et puis on va dire, soit à stocker intensivement ce qu'on a produit et à le démanteler quand on observe que le mètre carré de stockage coûte trop cher, soit c'est le cas des gros producteurs, à la Comédie Française par exemple, c'est-à-dire qu'on détruit des choses qu'on ne peut plus stocker, puisque eux, ils ont une limite de stockage qu'ils ont déterminée, et voilà, ce qui n'y rentre pas. C'est pour ça que, si vous voulez, cette question de la connaissance du cycle de vie de nos décors, au moment même où on les produit, et se projeter sur leur exploitation, leur durée d'exploitation, qu'est-ce qu'on va exiger des matériaux qu'on utilise, etc. Combien de démontage, remontage, combien de représentations, se poser la question de la manière dont ça va être transporté, se poser la question de la manière dont ça va être démantelé. C'est essentiel en fait de l'anticiper dans le parcours de production d'un décor. Nous, en fait, la démarche, elle n'a rien de sorcier. Elle est très très simple. C'est mobiliser une équipe de production sur un spectacle en introduisant la dimension éco-critique et en faisant une contrainte, je dirais, fertile pour le producteur qui maîtrise les budgets, les plannings, le constructeur qui maîtrise la logique matériaux, etc., le scénographe, le metteur en scène qui visualise l'espace dans lequel ça va se produire. Donc, l'éco-conception, la conception responsable d'un décor, c'est vraiment réunir tous ces corps de métier
introduire la dimension éco-critique, impact dans les enjeux de production. Et puis, ça se traduit par des questions, des réponses, des compromis, mais pas forcément, c'est-à-dire surtout des décisions. Moi, je trouve que c'est potentiellement très stimulant, justement, pour la création, ça. Est-ce que ça marche? Je veux dire, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de cette réutilisation des costumes, des décors, etc., et de cette prise en compte de la dimension éco-critique, comme vous le disiez, pour un spectacle? Oui, je peux vous parler, nous, d'une expérience qui est en cours et qui est donc extrêmement récente, on est en plein dedans. Mais la production du décor du prochain spectacle de Jeanne, donc Baobo, qu'on jouera en février au Théâtre de l'Aquarium, donc avec l'AMC 93, en résonance avec le projet qu'on porte, nous, au Théâtre de l'Aquarium, on a posé dans le cahier des charges de production de ce décor la contrainte de le travailler en conception responsable. Ça veut dire qu'on met en place ce qu'on appelle une ACV, donc une analyse du cycle de vie. L'analyse du cycle de vie, alors, il y a des secteurs où c'est produit par des ingénieurs, ça. Hein. Donc nous, on n'est pas du tout, je dirais, dans l'analyse du cycle de vie qui est selon le modèle du ministère de la Transition écologique, mais on s'inspire des questions qui sont posées pour l'analyse des cycles de vie dans d'autres secteurs et on l'applique à la conception de décors. Ça veut dire qu'on se pose la question, effectivement, du dessin du projet, on se pose la question des matériaux qu'on va employer, privilégier pour construire le décor. On se pose la question de la manière dont on va construire, assembler les matériaux pour les martyriser le moins possible, je dirais, et leur permettre effectivement d'avoir un réusage, une seconde vie. On se pose la question du volume de transport de ce décor, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il soit optimisé. Et on travaille sur ce qu'on appelle le colisage, qui soit vraiment optimal pour limiter en fait l'impact transport de ce décor. Et on se pose la question, effectivement, on se dit, on va avoir à peu près 3 années de vie de ce spectacle, parce que nous, on sait que La Vie brève, on n'a pas vraiment de spectacle de répertoire, contrairement à la Comédie Française, qui peut reprendre au bout de 20 ans un spectacle. Nous, on n'est pas du tout sur ce type de cycle de vie. La plupart des compagnies avec lesquelles on travaille, compagnies théâtrales hors lieu, voilà, c'est des cycles de vie assez courts. Donc on sait que dans 3 ans, on va extraire de ce décor des éléments, on va revaloriser. Ça peut être une manière soit de réutiliser des éléments structurels. On a fait le choix, par exemple, là, de travailler sur des châssis bois avec la MC 93. On a choisi un CP qui est un CP, je dirais, responsable, parce que c'est un CP de peuplier, on n'a pas choisi de l'okoumé. On a décidé de travailler sur des gabarits de châssis qui nous permettent de nous projeter dans la possible réutilisation sur un autre décor d'une production ultérieure, parce que c'est des gabarits qui sont extrêmement intéressants et relativement standards à notre échelle. On a choisi de les entoiler et pas de coller ou agrafer, je dirais, abusivement ce qui va couvrir le châssis. Donc, voilà, je vous donne des exemples, mais c'est des choix comme ça, en fait, qui ont été faits, qui sont en train d'être faits et qui nous permettent de limiter l'impact de notre décor. Voilà. Alors, ça, ce sont des exemples, je veux dire, internes. C'est-à-dire qu'au fond, cette initiative est la vôtre, celle de l'Aquarium. Vous y avez entraîné un certain nombre d'autres, mais ça marche déjà, ça marche entre vous, et c'est en amont. Vous concevez un décor qui... Les autres questions que je me pose, c'est, alors par exemple, sur les costumes. Je me souviens qu'il y a peut-être 10 ans au moins, l'Opéra, qui avait un stock de costumes absolument considérable, qui était au boulevard Berthier. Qui a toujours. Il y a toujours, mais on en a vidé la moitié, et ils ont mis tout simplement place de la Bastille. On a dit au public, écoutez, vous venez, et puis vous choisissez, vous achetez des costumes. Ça a été un succès triomphal et une rentrée agréable pour l'Opéra. Et vous, ça ne vous tente pas, cette idée, parce que, au fond, on associe forcément le théâtre et la conception d'une œuvre et sa mise en scène et sa scénographie à une capacité et un désir d'être original. Et d'être original, c'est pas se mettre dans le décor du prédécesseur et même pas non plus avoir les costumes du prédécesseur. Donc, avez-vous pensé à un moment donné à vendre des costumes et pourquoi avez-vous arbitré dans une autre direction? Et est-ce qu'au fond, le métier vous suit? Est-ce qu'on vient vous louer ou vous emprunter des costumes d'une manière significative?
Alors, si on parle de décor, le réusage d'éléments de décor n'implique pas la reconstitution de la scénographie originale. C'est très important, parce que là, il y a des problématiques de droit associées aussi avec les scénographes et les producteurs qui sont co-détenteurs selon des accords qui sont pas forcément standards, mais en tout cas co-détenteurs, on va dire, des droits d'un spectacle. Donc, qui dit revalorisation, réemploi, etc., dit forcément réappréciation, on va dire, d'éléments structurels qu'on peut décorer, traiter en décor autrement, ou d'éléments qu'on démantèle et qu'on réutilise. On peut débiter un châssis en tasseau, par exemple, et réutiliser simplement les éléments bois, etc. Donc ça, c'est une première chose. Pour les costumes, il y a aussi, nous, dans ce qu'on a trouvé, notre stock, il y a deux sortes de costumes. Il y a les costumes dits authentiques, qui sont vraiment des pièces de création, qui sont associées à des créations de spectacles. Et d'ailleurs, on a eu un mal fou à les rapprocher. On a utilisé des photos, etc., pour essayer de rapprocher les pièces de costumes authentiques qu'on a trouvées, des pièces créées au théâtre de l'Aquarium. On n'a pas fini ce travail, mais presque. C'est assez fastidieux. Donc, les pièces authentiques, pour l'instant, on les a pas remises à disposition, nous, des compagnies qui viennent bosser dans la maison. Mais on a un deuxième stock, qui est un stock de base. Les bases de théâtre, c'est vraiment, on va dire, le premier profilage du costume. C'est ce que les costumières utilisent énormément. Elles vont beaucoup chez Emmaüs, etc. Avant même, parfois, dans certaines démarches de création, avant même de dessiner, on va dire, la création de costumes. En tout cas, nous, en compagnie, c'est comme ça souvent qu'on travaille. On le maquette, on va dire, avec des bases. On le dessine physiquement avec les acteurs. Mais ça, voilà, c'est beaucoup associé aussi, nous, à nos démarches de création collective, d'écriture de plateau, etc. C'est toute une partie du travail. Mais il se trouve que les compagnies avec lesquelles on travaille, nous, dans le lieu, qu'on accompagne en résidence, travaillent comme ça. Donc, ce stock de base, qui est majoritaire, je dirais que c'est 80% du stock de costumes et 20% c'est le stock authentique. 80%, le stock de base, qui est une espèce de petit Emmaüs, c'est la petite ressourcerie costume interne, encore une fois, il est extrêmement utile. Voilà. Et il y en a qui prennent aussi des éléments pour fabriquer de futurs costumes. Les pièces authentiques, on n'a pas arbitré. Parce que c'est vrai que l'Opéra de Paris, etc., c'est surtout des pièces authentiques qu'ils ont. C'est pas vraiment des bases. Et là, la question, effectivement, pourquoi pas d'une espèce de revente c'est tout à fait imaginable. On n'a pas arbitré sur ce stock pour l'instant, nous. Nous, on se dit que dans l'idéal, peut-être on remettra quand même à disposition des compagnies. Mais il faut pour ça qu'on fasse un petit travail d'entretien un peu plus fin, là, et on est en train de le faire. On travaille avec un lycée professionnel et un département de conservation spécialisé dans la conservation des costumes. Et on travaille avec eux à la remise en état, on va dire, de ces pièces. Sachant qu'il y a des pièces extraordinaires. Il y a des trucs qu'on pourrait aussi prêter aux écoles de costumiers pour élaborer des costumes. Parce qu'il y a des pièces qui sont en soi, qui ont une valeur pour un étudiant, je dirais, de conception, de fabrication ancienne, et qui sont extrêmement intéressants. Vous en auriez un exemple en tête? C'est un corset. Je suis désolée parce que moi je suis pas costumière. C'est un corset à baleine, quoi. Ouais. Voilà, par exemple. Donc là, il y a des profs qui sont venus chez nous parce qu'on a aussi tout un travail avec des scolaires qui nous ont dit ça, il y en a plus. Moi, si je pouvais l'avoir dans mon atelier avec les élèves et le modéliser pour leur apprendre à concevoir ce genre de choses, ce serait génial. Mais on n'a pas arbitré, nous, sur notre stock authentique. Il y a une espèce de succession de partenariats qui se mettent en place. Donc vous êtes vous-même à l'origine pour votre propre travail, la manière dont vous le concevez, puis l'AMC 93 y vient, et puis alors les scolaires viennent spécifiquement pour cette activité de ressourcerie et de... On travaille, nous, on a beaucoup d'actions tout au long de l'année avec des établissements scolaires, mais c'est vraiment ce que la plupart des théâtres font. D'ailleurs, ce qu'on appelle, ce qui a été labellisé sous le nom EAC, Éducation artistique et culturelle, mais qui est vraiment dans notre ADN à tous. Exactement. Donc nous, le projet... évidemment, si vous voulez, nous, c'est vraiment la fabrique théâtrale dans toutes ses composantes, création, voilà. Et ce projet en fait partie. D'accord. Donc, les classes, les élèves, les groupes avec lesquels on travaille,
on a aussi à cœur de les sensibiliser, on va dire, et de les informer sur ce sujet qui intéresse beaucoup la jeunesse, je dirais les populations lycéennes, étudiantes. Je pense que dans la préoccupation, on va dire, qui est celle d'aujourd'hui, sur leurs impacts de consommation, de pratique, la projection de leur futur métier, sont des projets qui parlent énormément à ces publics-là, à ces publics jeunes. Alors, il y a aussi un autre collectif qui fait partie de votre univers, ça s'appelle les augures. Oui. Qu'est-ce que sont les augures ? Ah bah ça, c'est vraiment des aventuriers. Ils sont 3 au départ. C'est Annabelle Vergne, qui est scénographe et qui est aussi enseignante à l'ENSAD. Et qui, à l'ENSAD, d'ailleurs, travaille ardemment à introduire les notions réusage, éco-conception, etc. dans les cursus pédagogiques des étudiants qui sont des futurs scénographes. Donc ça, c'est très important aussi. Quentin Riouel, qui est un metteur en scène et puis qui est aussi chercheur universitaire à Paris 8, et Sylvie Bétard, qui elle, c'est vraiment une pionnière parce qu'elle a travaillé, Sylvie, elle a monté, elle a cofondé la Réserve des Arts il y a déjà plus de 10 ans. La Réserve des Arts à Pantin, qui est donc une ressourcerie culturelle exclusivement. Voilà. Et donc, ça fait partie des gens qui ont pensé très tôt à la réalité de nos productions de déchets, de secteur événementiel, spectacle, muséal, et à se dire, tiens, il faut le transformer en ressource pour la création à venir, et puis au lieu de le traiter en déchets, de le bénir, etc. Donc, ce sont ces 3 personnes qui ont monté les augures, le lab scénographie des augures, et qui ont convié, donc de manière très ouverte, c'était pendant le premier confinement, printemps 2020, des gens du secteur, donc scénographes, musées, spectacles, mais aujourd'hui il y a aussi des techniciens, il y a des metteurs en scène, il y a des constructeurs, à venir travailler, réfléchir autour de ces questions. Réemploi, éco-conception. Donc nous, on est adhérents, on est membres, et on travaille beaucoup avec eux dans plein de dimensions. Voilà, on s'adosse au lab, nous, pour que notre projet avance de manière, je dirais, experte et technique. Et c'est aussi un réseau important, donc c'est aussi pour nous l'occasion, effectivement, de diffuser notre démarche, échanger avec des pairs là-dessus. Et puis, eux, ils sont en train de monter un projet de plateforme collaborative numérique qui va être une plateforme sur laquelle on pourra trouver, donc tout le monde aura accès. C'est très inspiré de ce que le secteur du bâtiment a fait sur le réemploi. Ils ont un site qui s'appelle matériauxréemploi.com qui est génial, que le secteur du bâtiment qui est très avancé utilise. Donc là, c'est un petit peu sur ce modèle-là, c'est-à-dire que le secteur pourra aller trouver, le secteur culturel pourra trouver sur cette plateforme des exemples de projets porteurs, donc ils pourront éventuellement s'adresser à ces personnes et dire voilà, moi j'aimerais structurer un projet un peu comme le vôtre, est-ce que vous pouvez me dire quelle est votre démarche? Donc il s'agira de partager des démarches projets. On pourra se renseigner sur des ressources matériel, on pourra se dire bon voilà, je cherche une alternative au polystyrène pour faire mes accessoires de scène. Oui, il y a un matériau alternatif moins impactant, etc. On pourra trouver des recommandations fournisseurs, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui va être développé là dans l'année qui vient par le Lab Scénographie des Augures, et nous on est contributeurs avec d'autres. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que nous tiendrons nos auditeurs au courant de l'avancée de cette plateforme, et que tous ceux qui voudront louer des costumes ou venir profiter de matériaux pourront s'adresser à vous. Hélène Méric, merci beaucoup. Merci.